Et on termine cette émission avec la pépite santé. Et pour ce faire, j'accueille bien sûr David. Salut David. Salut Alix. David Mercier. Et David, aujourd'hui, nous recevons Anne Osdois, CEO de Moon Surgical. Bonjour Anne, bonjour Alix. bienvenue. Bonjour David. Merci d'avoir répondu. Merci à vous. Présente. Anne Osdois, Moon Surgical a été fondée en 2019. Vous êtes basée à Paris et San Francisco. Et vous avez développé un dispositif robotique d'assistance chirurgicale dédié à la cœlioscopie, autrement dit la chirurgie minimalement invasive des tissus mous. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est exactement ça. Ce robot s'appelle Maestro. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Avec plaisir. Donc Moon Surgical, c'est effectivement une jeune société française basée entre la France et les États-Unis, mais la société, la technologie est née ici de la collaboration entre un chirurgien extrêmement connu qui s'appelle le professeur Brice Gaillet avec un laboratoire situé à Jussieu, le laboratoire du Lizir. Et ces deux collaborateurs, on va dire, ont travaillé pendant une quinzaine d'années autour de l'idée qu'on pouvait apporter vraiment les bénéfices de la robotique chirurgicale, des choses dont on parlait un peu plus tôt, le fait d'avoir une vision parfaitement stable et contrôlée, le fait d'avoir accès et un contrôle sur l'ensemble des instruments utilisés pendant une chirurgie. On pouvait apporter ça au chirurgien au lit du patient sans déporter le chirurgien derrière une console, sans le faire manipuler des joysticks, mais vraiment en lui permettant de conserver ses instruments habituels, sa technique chirurgicale habituelle, dans le but vraiment de s'intégrer beaucoup mieux dans la pratique aujourd'hui de la cœlioscopie. Donc nous, c'est ça qu'on développe chez Moon Surgical, c'est un robot d'assistance à la cœlioscopie qui s'intègre complètement dans les pratiques actuelles. Et à ce jour, en quoi est-ce qu'il a changé la donne pour la chirurgie mini-invasive ? Alors le gros enjeu, ce qu'on essaie de résoudre, nous, c'est vraiment une problématique d'accès. C'est développer un robot qui est donc beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup mieux intégré, beaucoup plus démocratique en fait finalement, qui ne ralentit pas le bloc opératoire et qui du coup peut être utilisé, adopté de manière beaucoup plus large, qui est aussi beaucoup plus accessible financièrement. De sorte à ce que la grande majorité des procédures, qui sont des procédures simples, rapides, puissent en bénéficier. À toi, David. Alors Anne, bonjour. Bonjour. Le robot chirurgical, c'est un peu la tarte à la crème en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le succès d'Intuitive Surgical avec le Da Vinci, on a l'impression que tout le monde a essayé d'aller sur ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, on sait que le Da Vinci, il est juste partout. En fait, ça sert à quoi de proposer un autre robot qui va globalement faire la même chose ? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une question qui s'applique vraiment à la chirurgie des tissus mous. Il y a des robots et des sociétés qui font de la robotique qui fonctionnent très très bien en orthopédie par exemple ou dans le domaine du rachis. Donc sur les tissus mous, donc la chirurgie abdominale, thoracique, gynécologique, urologique, effectivement, il y a un acteur hégémonique sur le marché qui s'appelle Intuitive Surgical, qui a développé un produit qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle le robot Da Vinci. C'est un robot qui a été développé initialement sur la base de technologies issues d'applications militaires, donc vraiment avec l'idée d'opérer quelqu'un à distance, d'où le fait qu'on déporte le chirurgien derrière une console. Tout ça, finalement, on le fait au sein d'une salle d'opération, donc c'est peut-être moins justifié, mais en tout cas, c'est vraiment les origines de cette technologie et la fonction qu'on cherchait à sublimer grâce au robot Da Vinci, c'est vraiment la fonction de suture. Donc c'est le fait, comme le disait tout à l'heure le chirurgien qui était parmi nous, de donner accès au chirurgien à plus de degrés de liberté, à ces instruments qui sont articulés et qui vont permettre d'aller suturer dans des cavités qui sont très profondes, très inaccessibles. Le cas d'application, évidemment, le plus connu et le plus fréquent, c'est la chirurgie de la prostate. La grande majorité des procédures cœlioscopiques ne nécessitent pas forcément ce niveau de suture, ce niveau de complexité finalement dans le geste.
Et nous, c'est vraiment à ces applications-là qu'on s'adresse. Ce sont des procédures qui sont plus simples, qui sont plus rapides, qui sont généralement des procédures qui ne sont pas oncologiques, donc on ne cherche pas à retirer des tumeurs, telles que la résection de la vésicule biliaire, des réparations de hernie, la chirurgie de l'obésité, etc. Mais donc, si ce sont des procédures simples, est-ce qu'on a réellement besoin d'un robot pour traiter ce type de sujet? Peut-être que c'est peut-être que en réalité le chirurgien va se dire bah non en fait moi je peux le faire très rapidement et j'ai tellement l'habitude de faire cette procédure que en fait j'ai pas besoin de robot pour m'assister. Alors ça, effectivement, c'est une objection assez naturelle. C'est pas parce que ces procédures sont simples qu'elles sont parfaitement optimisées. Effectivement, tout le monde sait les faire. C'est des procédures qui sont faites avec des volumes qui sont très importants. C'est vraiment les procédures qui servent aux chirurgiens à se former, hein, donc tout le monde passe par là. Cela étant dit, aujourd'hui, dans les blocs opératoires, il y a deux sujets, on va dire, principaux qu'on peut améliorer. Il y a un sujet de personnel. On le sait, il manque énormément de gens dans les blocs, en particulier justement sur ces fonctions d'assistance de chirurgiens qui sont généralement gérées par des infirmières spécialisées au bloc opératoire. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de blocs qui ne tournent pas ou qui sont fermés, ou en tout cas d'établissements de soins qui ont du mal à staffer suffisamment leur bloc opératoire. Donc ça, c'est un impact et c'est quelque chose sur lequel on peut aider. Et l'autre versant, c'est que finalement, dans un bloc opératoire, aujourd'hui, vous n'avez rien qui permette de mesurer comment la chirurgie est faite et de l'améliorer au fil du temps, de l'optimiser. C'est un environnement qui reste très analogique. Il n'y a pas vraiment de capacités digitales qui sont vraiment natives dans le bloc. Or, on sait que finalement, en quantifiant les choses, en donnant des retours et du feedback aux chirurgiens et au staff, on peut améliorer leur efficience. Et donc, alors si j'ai bien compris, pas sûr, mais j'essaye de reformuler, en fait le robot Da Vinci ne fait pas du tout la même chose que le robot de Moon Surgical et en fait vous êtes plus complémentaire que concurrent. Alors c'est ça ou pas En tout réellement? cas, oui, le positionnement qu'on a, c'est effectivement un positionnement qui est très complémentaire, qui s'adresse probablement à des indications différentes, effectivement. Donc des indications qui sont beaucoup plus simples, Que ne font pas le Da Vinci que en le fait. Da Vinci peut absolument faire, mais qu'il va faire généralement au prix d'un ralentissement finalement de l'activité du bloc Ah, opératoire, d'accord. parce que la complexité de mise en œuvre est plus importante. L'autre question évidemment qu'on peut se poser, c'est la question de l'équation économique Oui, finalement bien pour, sûr. euh, C'était pour ma ces prochaine procédures question. plus simples. Donc on s'adresse à des procédures ou des indications cliniques qui sont différentes. On s'adresse aussi à un segment de marché qui est différent, puisque généralement ces procédures qui sont plus simples, elles ne sont pas faites nécessairement dans les mêmes blocs opératoires ni dans les mêmes hôpitaux ou cliniques. Alors aujourd'hui, le robot, il est opérationnel à 100% ou pas encore? Alors le robot, il existe effectivement, il est opérationnel à 100%. On en a aujourd'hui une douzaine qui sont déployés, installés dans le monde et actifs. Excellent. On a traité 1200 patients au cours de la dernière année. Et j'ai vu une publication, je crois bien que c'est hier ou avant-hier, sur l'agrément FDA sur un bras articulé. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très différenciant, ce sujet-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, on a annoncé en début de semaine une nouvelle autorisation de la part des autorités réglementaires américaines, donc la Food and Drug Administration, qui concerne une fonctionnalité spécifique de notre robot, qui est l'automatisation du mouvement de la caméra. Notre robot donc comprend deux bras. Un de ces bras porte la caméra, qui est utilisée pour voir à l'intérieur de l'abdomen. Et le deuxième bras sert finalement à exposer les tissus qui sont pertinents et auxquels le chirurgien doit accéder. Donc c'est vraiment ces deux fonctions qu'on vient apporter dans les mains du chirurgien. C'est le contrôle de sa vision et puis le contrôle de son accès
au tissu. Et donc la vision, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est dynamique pendant une procédure. Le chirurgien a toujours besoin de repositionner la caméra, de voir quelque chose qui est différent. Il faut anticiper finalement les besoins au cours de la procédure. Et donc c'est une gestion de la caméra qui est quand même très propre à chaque chirurgien. Chaque chirurgien a sa façon de faire, ses préférences, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut automatiser en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un gros sujet en santé aujourd'hui, c'est un gros sujet notamment dans les blocs, parce que évidemment, automatiser le mouvement d'un bras robotisé en utilisant l'intelligence artificielle, ça suppose un niveau de validation et de sécurité important. Il faut rassurer les autorités réglementaires à ce sujet, ce qui nous a pris du temps. Évidemment, les choses se font en éduquant et en s'éduquant de part et d'autre. Et on est très content d'avoir pu obtenir l'autorisation sur cette première fonctionnalité basée sur de l'IA. Félicitations. Merci. Quels sont les enjeux de Moon Surgical sur les 3 prochaines années ? Alors nos 2 enjeux sont le déploiement commercial, évidemment, de plus grande ampleur. Aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement, on va dire, limitée. On travaille vraiment de manière très proche avec tous ces premiers centres utilisateurs, avec tous les chirurgiens et leurs équipes. Tout dans le monde ? France, Belgique, États-Unis aujourd'hui. Mais à partir de la mi-année 2025, on va avoir une activité commerciale plus large, de plus grande ampleur. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui suit le premier, ou qui est, on va dire, une conséquence, c'est d'augmenter évidemment nos capacités de production et puis d'installation de support sur le terrain, parce qu'il va falloir non seulement fournir plus de robots au marché, mais être en capacité aussi d'accompagner tous les centres utilisateurs dans leur pratique. C'est assez exceptionnel en fait et on est hyper fiers d'avoir une start-up en robotique médicale française. Bravo à vous et aux équipes. Elle vient comment cette idée de créer une start-up dans la robotique médicale? Parce que vous auriez très bien pu être dans d'autres domaines, puisque ça fait très longtemps maintenant que vous gravitez dans l'écosystème de l'industrie de la santé. Pourquoi ce sujet-là en particulier, pas l'oncologie, l'IA en tant que tel? Alors, c'est assez opportuniste finalement, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que la chance sourit aux esprits préparés, ou je ne sais plus quel est le proverbe, mais pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, on a la chance d'avoir en France une recherche et des ingénieurs au plus haut niveau, et puis des chirurgiens qui ont toujours été des pionniers, notamment dans le domaine de la célioscopie. La célioscopie est née en Europe et en particulier en France. Les premières opérations ont été faites en France dans les années 80. Donc finalement, la convergence des deux donne lieu à de l'innovation et est génératrice d'un terreau qu'on peut ensuite exploiter dans des startups. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On a effectivement transféré une techno, un démonstrateur en dehors d'un labo pour lancer la société. Ensuite, ce qui a fait que cette société a agrégé des talents, des capitaux, c'est l'ambition du projet qui est énorme. Effectivement, le marché auquel on s'adresse est colossal. Et puis, c'est la qualité de la recherche et du chirurgien qui était derrière. Alors justement, les capitaux sont colossaux. Ça représente combien? Parce qu'il y a beaucoup de... Le marché est colossal. Les capitaux le sont un peu moins. Mais enfin, les capitaux sont certainement aussi colossaux pour créer une start-up comme ça. Est-ce qu'on peut dire, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de fondateurs de sociétés ou de personnes qui aimeraient bien créer des start-up, et ils aimeraient peut-être savoir en fait combien il faut lever d'argent pour pouvoir réussir à aller jusqu'à la commercialisation d'un robot. Ça se compte en quoi? En millions, dizaines de millions, centaines de millions? Alors, évidemment, chaque cas est spécifique et les capitaux nécessaires dépendent du produit qu'on veut développer, évidemment, de sa complexité, de la géographie. Les choses ne coûtent pas
les mêmes montants selon qu'on les fait en Europe ou aux États-Unis. Pour donner un ordre d'idée, ce qui est certain, c'est que la robotique, c'est par nature extrêmement pluridisciplinaire. Donc vous devez recruter des ingénieurs qui sont spécialistes dans des domaines mécaniques, électroniques, software, intelligence artificielle, robotique, des gens qui intègrent tout ça, évidemment, qui en font des produits, et puis après des gens qui testent ces produits de manière très extensive avant des phases qui sont des phases précliniques et puis ensuite des phases de validation clinique, dans des essais cliniques. Tout ça, ça nécessite des compétences et des talents qui sont variés. Donc en fait, par nature, finalement, les équipes dans une société qui développe un robot chirurgical, elles ont tendance à croître quand même assez rapidement. Vous ne pouvez pas développer un robot avec 3 personnes. Donc ça nécessite des capitaux quand même plus importants que d'autres projets de technologie médicale à l'amorçage. Et puis ensuite, évidemment, les efforts de déploiement commercial sont colossaux. Pour donner un ordre d'idée, et ça c'est des informations qui sont publiques, nous à ce jour, on a levé à peu près 90 millions de dollars. D'accord. Et on est toujours en train de lever de l'argent. Ah, on lève toujours On lève toujours de l'argent. Jusqu'à la commercialisation. Pour aller jusqu'à la commercialisation de plus grande ampleur et puis ensuite jusqu'à la rentabilité. Ah oui, donc ça veut dire qu'on va lever encore au moins autant pour pouvoir... Ouais, probablement. Ouais. D'accord, ok. Quelle est la secret sauce pour réussir l'aventure entrepreneuriale? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui ont été créées ces 5-6 dernières années. C'est quand même, pour la plupart, il y a beaucoup d'échecs. C'est, je dirais pas fiasco, mais enfin, on en est quand même pas très loin. Qu'est-ce qui fait qu'une startup va réussir et une autre va échouer? C'est quoi les ingrédients, au-delà de ce qu'on peut lire sur LinkedIn habituellement? Oui, alors bon, je me garderais bien de donner des leçons. Mais c'est vrai que dans le domaine de la robotique chirurgicale, tout particulièrement, on est dans un cimetière de sociétés qui n'ont pas fonctionné dans les 10 dernières années, ce qui a beaucoup refroidi le marché et l'enthousiasme et fait monter la barre de ce qui est attendu, en particulier de la part des investisseurs. Ce qui est certain, c'est que dans le domaine spécifique de la robotique chirurgicale, il est indispensable de travailler avec des chirurgiens, mais vraiment de manière quotidienne. C'est-à-dire que les chirurgiens sont des gens qui ont l'habitude d'avoir les choses dans leurs mains. Ils ont beaucoup de mal à vous donner un retour sur un concept sans l'avoir manipulé, sans l'avoir testé. Et donc ça oblige, et nous on le fait toujours à ce jour, à des itérations qui sont très rapides et très fréquentes. Et ça oblige à chaque itération à mettre ce que vous avez dans les mains des chirurgiens, de plusieurs chirurgiens, pour avoir leur avis et continuer à orienter votre développement produit. On travaille vraiment de manière très très proche par le biais de manip, de labos qu'on fait de manière mensuelle, où on invite des chirurgiens et ça informe vraiment en continu notre plan de développement. Au final, c'est ce qui nous permet d'avoir, désolé pour l'anglicisme, un product market fit, donc vraiment un produit qui est adapté aux besoins du marché. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un bocal. Donc je ne sais pas si c'est la secret sauce, mais en tout cas c'est sûr que c'est indispensable pour arriver ensuite avec quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Anne, merci beaucoup. Merci. Les réponses étaient très claires. Il n'y a pas eu de bullshit discours et donc très content par rapport à ça. Grâce à ton talent. Merci David. David, merci Alix. et merci à vous, Merci, CEO de Merci, Moon David. Surgical. C'était la pépite santé et merci au Paris Santé Campus bien sûr de nous accueillir. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.